À vrai dire, est un entretien. C'est une conversation libre, ouverte et exigeante sur toutes les questions qui font problème. À vrai dire, avec Luc Germain sur RDI Guyane. Voilà, donc nous sommes alors pas en direct pour une fois, nous sommes enregistrés avec Luc Germain qui est confiné chez lui et Alex Madeleine en direct de son bureau. Bonjour Luc Germain. Bonjour Marc, bonjour à tous. Nous recevons aujourd'hui Alex Madeleine, président du comité du tourisme de la Guyane. Alors, bonjour Alex Madeleine. Bonjour Marc. Merci. Bien, alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais rappeler que le tourisme, c'est plus ou moins 400 millions de chiffre d'affaires, c'est 12% du PIB, 3000 emplois directs, 3000 emplois induits. Vous me corrigerez s'il y a des précisions sur cette question. Voilà, on va dire 29 hôtels et 1557 chambres disponibles. Ça a pu évoluer depuis les dernières statistiques. Cela dit, on est dans les vrais ordres de grandeur. Alors, la question aujourd'hui, c'est que le tourisme est bien entendu touché de plein fouet par la pandémie, les incidences du coronavirus. Quelle est la situation aujourd'hui? Combien d'établissements sont restés ouverts? Alors, quand je parle d'établissement, Alex Madeleine, je veux parler de tout l'établissement. Il y a les hôtels, les restaurants, les réceptifs, notamment. Quels sont ceux qui, aujourd'hui, fonctionnent encore et combien ont fermé? Écoutez, depuis l'arrêt, conformément au décret du 16 et 23 mars 2020, toutes les entreprises aujourd'hui du secteur du tourisme sont à l'arrêt. Et aujourd'hui, c'est vrai, c'est une difficulté pour tous ces chefs d'entreprise qui, pour certains, ont investi de leurs fonds propres et qui, malheureusement, s'inquiètent pour l'après-crise et l'avenir donc de leur activité professionnelle. Alors, le gouvernement a mis en place un plan d'urgence dont je pense que vous l'avez suivi comme nous, quasiment jour le jour. Alors, première question, combien d'emplois de chômage partiel ont-ils été demandés? Aujourd'hui, il m'est très difficile de pouvoir répondre à la place des chefs d'entreprise, mais je tiens tout de même à vous rassurer en vous disant que tous ces éléments seront donc parvenus, centralisés au comité du tourisme, puisque il faut savoir que chaque entreprise, chaque chef d'entreprise fait sa démarche personnellement. Les retours, nous les attendons au comité du tourisme, mais je tiens à vous signaler que nous avons quand même mené une enquête, nous, au sein du comité du tourisme, une enquête conjoncturelle, de manière auprès de 200, un peu plus de 200 entreprises, de manière effectivement à recenser les problématiques rencontrées et voir de quelle manière nous pouvons donc les accompagner auprès de ces institutions. Alors, comme vous pouvez le suivre, on constate que tous les jours, des responsables d'entreprises touristiques, que ce soit des voyagistes, des hôteliers, des restaurateurs, on les voit pratiquement chaque journal télévisé sur le plan national, et on les entend se plaindre. Il y a des menaces de faillite, mais dans l'immédiat. Alors, on peut être un peu surpris que ce ne soit pas remonté vers vous, au moins une estimation en pourcentage sur le nombre d'entreprises en difficulté. Alors, nous avons des informations qui nous parviennent. Alors, c'est vrai, c'est au fil de l'eau, puisque, depuis la mi-mars, nous sommes à la demande du gouvernement pratiquement tous confinés. Le personnel du comité du tourisme de la Guyane, que je félicite, travaille tout de même en télétravail, et ça nous permet aujourd'hui l'institution d'avoir suffisamment d'éléments de réponse. Mais je tiens tout de même à vous dire que ce travail d'accompagnement pour nous est essentiel, puisque nous sommes un trait d'union auprès donc des institutions, des partenaires, et nous avons quand même dès le 11 mars, nous avons quand même réuni quelques acteurs et pu atteindre notre première réunion de crise au comité du tourisme de la Guyane. Pourquoi première réunion de crise? Puisqu'il fallait quand même préparer
le salon du tourisme de la Guyane qui, comme chaque année, vous le savez, se déroule au mois d'avril. Et nous, il fallait donc anticiper ce salon de manière effectivement à prendre la bonne décision. Je tiens à vous rassurer que la décision qui a été prise reflète effectivement les réflexions menées au sein de nos réunions, de notre instance. Et aujourd'hui, nous avons pu donc avoir d'autres réunions avec les acteurs du tourisme, les opérateurs, ainsi que donc les partenaires institutionnels. Alors, première chose, première indication, si vous confirmez que le salon du tourisme, bien sûr, n'aura pas lieu. Le salon du tourisme n'aura pas lieu, effectivement, en avril. Ouais. D'accord. Mais considérez les informations qui arrivent au jour le jour avec la rentrée des classes 11 mai, puis la rentrée prochaine, quand même, la réouverture prochaine des restaurants. Avez-vous fixé, en fonction de dates qu'on pourrait imaginer, une nouvelle date pour la réunion de ce salon? Alors, nous avons consulté donc tous les opérateurs touristiques et tous ceux qui participent en général sur ce salon. Aujourd'hui, on a un retour, je dirais, qui n'est pas définitif, mais beaucoup souhaiteraient se projeter sur le mois d'octobre, qui, je pense, pourrait permettre de redynamiser un peu notre tourisme endogène. Alors, le mois d'octobre, c'est le mois le plus chaud de l'année, hein. C'est le mois de la saison sèche. Pourquoi pas avant, en septembre, si les indicateurs, comme il semble apparaître, laissent entendre qu'une grande partie du déconfinement en septembre sera réalisée. Oui, tout à fait. Vous espérez. Aujourd'hui, la fameuse trajectoire que nous avons nous laisse apparaître ou paraître que effectivement cet été nous aurons quand même un déconfinement provisoire et effectivement petit à petit de manière à ce que tous nos opérateurs puissent redémarrer leur activité. Alors, les entreprises dans le secteur du tourisme sont principalement des PME, des TPE. Il y a également des guides touristiques. Deux choses. La première, est-ce que ceux-ci peuvent aujourd'hui continuer leur activité ou est-ce que ça leur est interdit? Et deuxièmement, puisque vous avez eu une réunion récemment avec l'ensemble des opérateurs, avez-vous une idée des pertes en termes de chiffre d'affaires? Alors, aujourd'hui, toutes les activités donc sont mortes et sont à l'arrêt. Toutes les activités touristiques. Je me permets de vous interrompre, Alex, Madeleine, parce que on voit sur les télévisions locales que des restaurants se sont mis à la livraison à domicile, à la fonction de traiteur. Donc, on a quand même l'impression que tout n'est pas à l'arrêt. Oui, mais ça, aujourd'hui, ce sont des palliatifs de manière à, parce que bon, les restaurateurs dont vous faites état n'avaient pas pour vocation de faire des plats emportés. Aujourd'hui, petit à petit, on essaie de voir effectivement comment pallier à ce manquement, des choses qui n'est pas donc évidente. Et je m'associe à tous ces chefs d'entreprise aujourd'hui qui sont donc dans cette douleur due à à cette crise sanitaire liée au Covid-19. Mais pour rebondir et pour répondre à votre interrogation précédente, aujourd'hui, on estime, nous, comité du tourisme, une perte estimative qui avoisinerait les 4 millions d'euros dans toutes les activités du secteur touristique. D'accord. Donc, c'est 10% du chiffre d'affaires annuel, enfin, à peu près, si je comprends bien. Alors, dans ces cas-là, si l'on considère les dispositifs mis en place par l'État, et notamment le fonds d'urgence, le fonds de solidarité, combien d'entreprises, les entreprises ont-elles fait la démarche pour avoir accès au fonds de solidarité? Ce que je sais, c'est que les entreprises ont fait la démarche. Un bon nombre de ces entreprises, aujourd'hui, n'ont pas pu obtenir ces fameux fonds d'urgence pour diverses raisons. Et je commence donc par le fameux prêt aux subventions de 1 500 euros que l'on devrait faire et que l'on normalement devrait obtenir sous 4 ou 5 jours, les 1 500 euros. Je prends le cas, nous
avons des réceptifs aujourd'hui qui ont fait la demande et qui ne pourraient pas, selon donc leur information, bénéficier de ces fonds. Aujourd'hui, l'intérêt pour nous, au comité du tourisme, c'est de pouvoir accompagner ces chefs d'entreprise. Et j'en veux pour preuve, nous aurons à 14h une réunion à la préfecture, sous l'égide donc du comité du tourisme, une réunion de stratégie sectorielle de manière à voir avec les différents partenaires, tels que l'URSSAF, les DIRCIP, pour voir comment donc accompagner ces opérateurs, quel est le frein, quelle est la problématique qui se pose à elles, de manière à avoir une réponse satisfaisante. Alors là encore une fois, la presse fait quand même l'écho d'un certain nombre de récriminations de chefs d'entreprise, notamment sur les mesures de simplification qui ont fait l'objet de décrets. Leur remarque principale, c'est qu'effectivement, à la fois le parcours administratif, mais surtout le temps d'instruction des dossiers n'est pas satisfaisant, ne répond pas à la situation. Qu'en est-il pour vous? Est-ce que vous avez identifié ces problèmes-là? Les problèmes aujourd'hui sont identifiés. Alors, bon nombre de ces points seront à discuter. Je peux vous en donner un ou deux. Premier point aujourd'hui identifié, c'est l'aérien. Qu'adviendra-t-il si l'aérien ne démarre pas dans les mois à venir? Parce que l'aérien dépend effectivement de notre activité touristique. Ça, c'est un vrai problème. Oui, mais alors, justement, oui. Non, allez-y. Après, l'autre souci que nous rencontrons, c'est entre autres cette fameuse quatorzaine. Voir de quelle manière, avec le gouvernement, si effectivement l'aérien est ouvert, donc les avions peuvent circuler, voir de quelle manière il peut avoir une certaine flexibilité sur la quatorzaine, en sachant que nous, la Guyane, nous avons un tourisme d'affaires et d'affinitaires, un touriste qui vient à peu près pour moins de 2 jours, et s'il arrive en Guyane, s'il est en quatorzaine, il n'aura pas la possibilité de vivre pleinement son déplacement sur le territoire. Alors effectivement, cette question-là fait problème, on s'imagine, mais en même temps, ce problème pourrait être à la source d'innovation, probablement, enfin en tout cas de palliatifs que vous avez évoqué tout à l'heure. On pourrait se demander s'il ne serait pas utile de réorienter la stratégie du secteur touristique vers les résidents locaux, autrement dit des bonnes politiques centrées sur le tourisme local. Et c'est une piste également qui a été discutée, mais je vous rappelle que le tourisme endogène, c'est moins de 10-15%. D'où le gisement potentiel, ce qu'ont fait les Antilles par exemple, et qui ont pu résister à des crises sévères et qui ont pu les compenser en grande partie par le tourisme local. Tout à fait. C'est une piste, comme je vous dis, de réflexion. Nous avons discuté donc avec les socio-professionnels, et l'idée pour nous aujourd'hui, c'est de voir de quelle manière mettre en place un plan de communication pendant la crise et après crise. Alors aujourd'hui, c'est vrai que l'autre réflexion que nous menons, c'est savoir si le gouvernement permet d'avoir un tourisme endogène franco-français ou alors un tourisme entre les DOM. Parce que comme vous le savez, les frontières aujourd'hui resteront fermées jusqu'à quand, pour l'instant on ne le sait pas, mais si on peut bénéficier de ce tourisme endogène franco-français et un tourisme entre les DOM, ça nous permettra, nous, effectivement, de redémarrer l'activité touristique. Alors ça, on le comprend, comme on comprend que cette activité dépend aussi de la situation sanitaire du pays. Alors, on peut se poser un certain nombre de questions, notamment sur la garantie de la protection sanitaire apportée aux clients des hôtels, par exemple. Êtes-vous en train de réfléchir et avez-vous trouvé des réponses notamment à cette question? Comment, dans un secteur qui implique des contacts personnels quasiment permanents, comment ce secteur-là peut-il s'adapter sur le plan sanitaire? Alors, là, c'est pareil. Nous avons également discuté au sein de nos nombreuses réunions pour comment aborder tous ces points, les gestes barrières, la sécurité des uns et des autres. Est-ce qu'il faudra donc poursuivre à maintenir les masques pour le personnel?
des formations qui sont également proposées. Donc, il y a autour de cette interrogation des pistes de travail qui ne sont aujourd'hui pas arrêtées, mais bon nombre des socioprofessionnels avec qui donc nous nous sommes réunis se penchent effectivement sur cette problématique de manière à savoir après cette crise sanitaire, comment redynamiser leur activité. Alors oui, par rapport au fonds dont vous avez également fait état, c'est vrai qu'il y a les fonds aujourd'hui du gouvernement qui sont proposés, mais il y a également les fonds que la collectivité territoriale de la Guyane a mis en place avec les présidents de PCI, de manière à accompagner et, je dirais, sauvegarder ces entreprises aujourd'hui qui sont effectivement impactées par cette crise. Alors, si vous faites cette observation, est-ce en raison du fait que ces fonds sont accessibles plus facilement ou que ce soit une décision plus politique d'une certaine façon? Alors, c'est une décision politique, effectivement, comme vous le dites. La démarche administrative est moins lourde, moins de documents sont demandés, et il y a une commission qui s'est déjà réunie donc la semaine dernière, qui a pu attribuer quelques entreprises qui en ont fait la demande. Et aujourd'hui, je pense que dans le courant de la semaine prochaine, les premières entreprises pourront obtenir donc ce prêt à taux zéro, qui ont fait donc la demande de 2500 voire à 5000 euros. Donc ces premières entreprises pourront bénéficier de ce prêt à taux zéro. Oui, alors il y a une dotation de 8 700 000 euros, je crois, à ce fonds. On sait déjà, notamment parmi les socioprofessionnels, que cet effort est louable, mais que c'est une goutte d'eau dans l'océan. Mais est-ce que on peut imaginer d'autres modes de sauvegarde de l'activité touristique, sachant que toutes les entreprises, même celles qui sont éligibles, n'y auront pas droit? Ok, la collectivité territoriale fait comme elle le peut. Aujourd'hui, la collectivité ne peut pas donc donner ou financer une entreprise, et c'est la raison pour laquelle, avec les EPCI, nous avons mis donc ce prêt à taux zéro remboursable à partir donc des 2 ans sur une durée de 5 ans. Cela permet à certaines entreprises qui en feront la demande de pouvoir maintenir leur activité et de même donc pouvoir la sauvegarder après cette crise sanitaire. Mais aujourd'hui, oui. Non, je parlais des prêts garantis par l'État. Les entreprises structurées qui ont un personnel relativement important ont accès à ces prêts-là et à des conditions qui sont relativement favorables. Est-ce que c'est pour vous une ressource ou considérez-vous qu'en fait ça ne touchera qu'une partie très minime des entreprises? Non, pour moi c'est une ressource complémentaire. Aujourd'hui, la problématique des entreprises, c'est cette fameuse trésorerie qui manque aujourd'hui. On ne sait pas comment on fera les salaires du mois d'avril, voire le mois de mai. Donc, pour moi, ça vient en plus, et c'est une nécessité pour ces chefs d'entreprise qui souffrent aujourd'hui. La problématique, c'est la trésorerie. C'est la trésorerie. D'accord. Alors donc dans cette situation, c'est que les organisations socio-professionnelles s'organisent avec les politiques, donc les élus dont vous êtes. Un fonds d'urgence, ça veut dire que c'est un fonds qui doit intervenir très très rapidement. Est-ce que vous n'estimez pas que il serait temps que ce plan Marshall sorte, le plan Marshall dont tout le monde parle mais qu'on ne voit pas encore rédigé, même si on sait qu'il y a des travaux au sein de certaines organisations. À quel terme pensez-vous qu'il pourrait sortir ce plan Marshall pour sauver les entreprises les plus exposées? Écoutez, je n'ai pas une boule de cristal. Je veux dire, mais ce que je peux vous assurer, c'est que je suis pleinement aux côtés de ces acteurs et opérateurs touristiques, de même que le président Alexandre. Nous avons, pour votre information, une réunion entre certains acteurs de la filière avec le président de la collectivité territoriale ainsi que Denis Bordeaux le 13 mai 2020
de manière à voir effectivement comment la collectivité territoriale pourra accompagner davantage cette filière touristique qui aujourd'hui, comme vous l'avez rappelé, est le deuxième secteur économique donc de la Guyane. Avez-vous des informations précises sur l'autorisation de réouverture des restaurants? Pour l'instant, nous n'avons pas de date précise. Alors, j'aurai une réunion juste après vous avec les présidents de CRT de manière à préparer une visioconférence que nous aurons avec la ministre de l'Outre-mer et le ministre du Tourisme dès le début de la semaine prochaine. Et toutes ces questions donc seront au rendez-vous de manière à avoir des réponses concrètes pour bien sûr satisfaire tous ces restaurateurs. Alors, dans le secteur éducatif, on observe quand même que la rentrée ayant lieu le 11 mai, bon nombre d'organisations, qui soient à la fois d'enseignants, de parents, d'élèves, s'étonnent de réouverture qu'ils estiment précoce. Mais vous, est-ce que vous ne trouvez pas surprenant qu'on autorise, comme le disent d'ailleurs certains, bon nombre de chefs d'entreprise dans le domaine du tourisme, est-il pas surprenant qu'on autorise la réouverture des écoles le 11 mai et qu'on n'autorise pas les hôtels-restaurants notamment à réouvrir? Non, vous avez tout à fait raison dans vos propos, dans votre analyse. Aujourd'hui, c'est une vraie réflexion et ça sera une question également qui sera posée au ministre du Tourisme et également à la ministre de l'Outre-mer parce que aujourd'hui, comme je vous le disais, depuis la mi-mars, ces chefs d'entreprise qui ont des restaurants souffrent. Et pour nous, l'intérêt, c'est de voir comment on peut redémarrer petit à petit donc ces activités et permettre à ces restaurants de vivre un peu et surtout ne pas oublier qu'il y a également du personnel. Cela veut dire que si demain ces restaurants sont fermés, ces entreprises donc sont fermées dû à cette crise, c'est du chômage également, c'est du personnel qui va pointer donc à Pôle emploi et ce sera donc des familles qui seront sans activité. Alors, est-ce que le coronavirus aura une incidence sur la mise en place du schéma de développement régional du tourisme tel qu'il a été conçu au départ? Alors, comme vous le savez, nous sommes aujourd'hui, ça arrive à sa fin. On était en pleine révision donc de ce schéma régional du tourisme, qui aurait dit que nous aurions eu cette fameuse crise sanitaire aujourd'hui. Cependant, nous avons quand même travaillé dessus au sein donc du comité du tourisme. Nous proposons au sein du conseil d'administration une piste de stratégie de manière à voir donc comment pallier à cela. Mais je tiens à vous rassurer que, comme je vous l'ai dit précédemment, nous aurons donc une campagne de communication qui sera faite pendant et après crise par rapport effectivement à cette crise du coronavirus. Donc vous estimez que le chiffre, l'objectif d'avoir 9000 emplois dans le tourisme d'ici 2024 est tenable? Vous savez, selon les sources d'Atout France, après cette crise, 35% donc d'entreprises du tourisme devraient disparaître. 35%. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Cela veut dire qu'aujourd'hui, l'heure est pour nous donc d'accompagner ces entreprises, de voir de quelle manière nous soyons un trait d'union auprès des institutions, de manière à sauvegarder ces entreprises, parce que 35%, c'est effectivement une catastrophe sur laquelle nous, personnellement, nous ne souhaiterions pas donc y arriver. Alors, est-ce que ces 35% correspondent uniquement à la question du Covid? Ça, on le comprend très bien. Mais est-ce que ça ne correspond pas aussi à un fléau qui touche les entreprises guyanaises, à savoir elles ne sont pas structurées, elles ne maîtrisent pas les outils de gestion. Alors, ça peut être de la gestion prévisionnelle, de comptabilité, de commercialisation, voire de communication, ce qui causerait en partie leur perte. Est-ce que donc ça vous paraît être des motifs recevables? Non. Qui expliqueraient ces 35% de perte? Non, moi je pense que aujourd'hui, toutes celles et ceux qui ont tenu à investir, et je vous le disais, surtout sur des fonds propres, aujourd'hui ont une gestion saine de leur activité.
Je pense que, très sincèrement, cette crise sanitaire liée au Covid-19 a un rôle particulièrement important dans la gestion des entreprises du secteur touristique, entre autres. D'accord. Alors, les casinos, là, le casino de Cayenne est prévu pour l'ouverture 2023 ou 2024. Qu'en est-il de celui de Saint-Laurent? Pour l'instant, nous n'avons pas de nouvelles sur celui de Saint-Laurent. Mais vous savez pertinemment, entre le moment où on souhaite investir dans un casino, entre le moment où les travaux démarrent, je prends le cas de celui de Cayenne, ça fait donc depuis quelques mois l'annonce a été faite, mais aujourd'hui il faut que l'entreprise qui a été retenue puisse effectivement remplir, je dirais, toutes les modalités administratives. Il y a des enquêtes également qui sont faites. Donc c'est vrai que ça prend un peu de temps. Aujourd'hui, le casino de Saint-Laurent, je n'ai pas pour l'instant de nouvelles sur une éventuelle possibilité d'ouverture là-bas. Alors l'avenir de la Guyane, du tourisme en Guyane est lié probablement à son image, hein, et à la nature même de ce tourisme, qui est un tourisme qui se différencie du côtier et belle plage. Sera-t-il nécessaire d'engager une campagne de publicité telle que celle qu'on a vue il y a à peu près 20 ans, c'est-à-dire on ne vous croira pas, pour réamener les clients en Guyane, ou faut-il imaginer une combinaison entre les structures d'accueil, des discussions sur la baisse du coût la baisse des tarifs aériens et l'engagement des politiques? Une campagne telle que vous l'avez annoncée nécessite un peu plus du million d'euros. Oui, au moins, monsieur. Au moins. Et c'est la raison pour laquelle je vous disais que nous mettons pas une objection. Et il faut effectivement communiquer sur l'Hexagone de manière à donner à la Guyane une meilleure visibilité que celle qu'elle a aujourd'hui. Mais ce que je peux vous dire, et je vous le confirme, c'est que nous mettrons en place une communication. Alors, de quelle manière, je ne sais pas. C'est une discussion que nous aurons donc ensemble au sein du conseil d'administration, pratiquement pour, effectivement, cette crise sanitaire. Il y aura une communication qui sera faite pendant et après la crise, de manière à redémarrer, effectivement, l'activité touristique. Bien. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Marc Ouachuk a peut-être une ou deux questions à poser, éventuellement des auditeurs ou spectateurs. Marc, à vous. Bien, Luc, justement, comme on n'est pas en direct, il n'y a pas de questions complémentaires. Puisqu'on rappelle qu'effectivement, l'émission était enregistrée, puisque Alex Madeleine nous a indiqué avoir une réunion à l'heure de diffusion de l'émission. Et on le remercie d'ailleurs d'avoir bien voulu répondre à nos questions pour pouvoir vous éclairer sur la situation du tourisme en Guyane par rapport à cette pandémie de Covid-19. Bien, écoutez, Alex Madeleine, merci beaucoup de vous être rendu disponible. Bien entendu, nous prenons rendez-vous dès que vous aurez des informations nouvelles, parce que c'est un secteur qui pèse de façon considérable. Et d'ailleurs, il est quasiment supérieur à la contribution de l'espace maintenant sur le PIB. Donc, on voit bien l'importance que cette activité peut avoir. Donc, on vous donne rendez-vous et pourquoi pas d'ici à la mi-mai, après cette réunion avec les politiques et les socio-professionnels. Et enfin, merci à tous d'avoir suivi cette émission. RDI en Guyane, c'est de la musique, des infos et du sport. RDI sur 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou.